Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux punaises de lit. Je m'appelle Cyprien, je suis professionnel de la désinsectisation à Lyon et aujourd'hui je voudrais vous présenter une sorte de carte d'identité de la punaise de lit. Cette vidéo peut vous intéresser si vous êtes dans un des deux cas suivants. Soit vous êtes tout simplement curieux, vous vous intéressez à l'entomologie de la punaise de lit, qui vous le verrez est un insecte assez singulier par différents aspects, soit vous soupçonnez une potentielle infestation de punaises de lit chez vous. Dans ce cas-là, cette vidéo va vous permettre de comprendre le fonctionnement de ce nuisible et c'est une étape recommandée pour bien connaître son ennemi et mener des traitements efficaces. En premier lieu, qu'est-ce que c'est qu'une punaise de lit? L'appellation punaise de lit, elle regroupe deux insectes, la Cimex lectularius et la Cimex hemipterus. Aujourd'hui, on va se concentrer sur celle qui nous intéresse, la Cimex lectularius. C'est celle qui vit dans des zones tempérées, en France, en Europe ou en Amérique du Nord, alors que la Cimex hemipterus est plus présente dans des zones tropicales, donc en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou en Afrique subsaharienne. La Cimex lectularius est un insecte parasite hématophage, c'est-à-dire qu'elle vit aux dépens d'une autre espèce, en l'occurrence l'homme, et qu'elle se nourrit exclusivement de sang et donc de sang humain. À titre exceptionnel, elle peut se rabattre sur d'autres animaux à sang chaud si sa survie en dépend. Les punaises de lit ont donc besoin de notre présence. On dit qu'elles sont inféodées à l'homme, et ce probablement depuis des millénaires. On pense qu'à l'origine, les punaises de lit parasitaient les chauves-souris, et qu'elles ont progressivement changé d'hôtes quand l'homme côtoyait cette espèce en vivant dans des grottes. À partir de ce moment, les punaises nous ont suivis pendant toute notre histoire. On en a retrouvé dans des tombes égyptiennes datant de 1500 ans avant Jésus-Christ, et depuis, de nombreux documents historiques font trace de leur présence à nos côtés, à différentes époques, comme dans plusieurs traités d'histoire naturelle, par exemple ceux d'Aristote ou de Pline l'Ancien, ou encore celui écrit par Vincent de Beauvais, à qui l'on doit la première mention des punaises de lit en France au XIIIe siècle. Et on arrive enfin à la première moitié du XXe siècle, où elles sont très présentes dans les foyers européens. Mais à partir de l'après-guerre, c'est-à-dire les années 1950, les populations de punaises de lit vont fortement diminuer, voire quasiment disparaître, puisque les standards d'hygiène évoluent dans les foyers et qu'on commence à utiliser à large échelle des insecticides de synthèse dont le plus connu est le DDT. It begins with the war-born development of DDT. This diabolical weapon of modern science seems to literally drive bugs crazy. Le DDT, c'est un composé organochloré, redécouvert en 1939 pour lutter à la base contre les épidémies de typhus et de paludisme. Mais on se rend compte qu'il a des capacités insecticides exceptionnelles, donc on commence à l'utiliser à large échelle sur tous les types de nuisibles. Mais le problème avec ce produit, c'est qu'il est très stable structurellement, et donc très persistant. Il met énormément de temps à se dégrader dans l'environnement et affecte au fur et à mesure la biodiversité et la santé humaine. Il est finalement classé comme un polluant organique persistant et sa substance active est interdite en France à partir de 1972. On peut compter ça comme étant une des raisons qui explique la réapparition progressive des punaises de lit dans les foyers français à partir des années 90. Et parmi les autres raisons qui expliquent ce phénomène, il y a la forte augmentation des flux humains en France et à l'étranger depuis les années 80, avec l'explosion du tourisme et des voyages d'affaires, et une plus grande mobilité en général. Ça contribue à déplacer les infestations d'un endroit à un autre, puisqu'on y reviendra, mais les punaises de lit arrivent chez nous au gré de nos va-et-vient. Et enfin, on peut aussi compter l'apparition des phénomènes de résistance aux insecticides chez les punaises de lit. La situation aujourd'hui, c'est que plus de 10% des ménages français ont connu entre 2017 et 2022 une infestation de ce nuisible. Voilà pour l'historique de la punaise de lit. Maintenant, une question que j'entends très souvent en tant que professionnel, comment font les punaises pour arriver chez vous, dans votre maison ou votre appartement? Pour comprendre ça, il faut retenir deux choses. La première, c'est que la punaise de lit est une opportuniste. Elle va voyager comme un passager clandestin. Pour passer d'un endroit à un autre, elle peut s'accrocher à vos vêtements, grimper ou pondre dans vos valises, dans vos sacs à main. Vous revenez chez vous et vous avez apporté, sans le savoir, une infestation de punaises. Deuxième point, les punaises de lit ne discriminent personne. Qu'importe le niveau d'hygiène et de propreté que vous maintenez dans votre logement, la seule chose qui intéresse les punaises de lit, c'est d'avoir un humain à proximité pour être en mesure de prendre des repas de sang régulièrement. Le moyen le plus courant de ramener des punaises de lit chez soi, c'est évidemment de se rendre dans un endroit qui est déjà infesté. Ça peut être chez des proches, mais aussi lors d'un voyage ou d'un déplacement professionnel, puisque vous prenez les transports en commun, vous passez la nuit dans un hôtel, un Airbnb, une auberge de jeunesse. Ce sont des lieux à fort potentiel de transmission de punaises. Ça marche aussi si vous accueillez dans votre logement des personnes qui sont déjà victimes d'infestations. Ensuite, si les punaises de lit n'arrivent pas chez vous par votre intermédiaire,
elles peuvent quand même s'y inviter par certains de vos achats, les achats d'occasion. Ça inclut les vêtements de seconde main, les livres, les meubles, tout ce que vous pouvez trouver sur Vinted, Le Bon Coin ou les marchés aux puces, qui dans ce cas-là portent très bien leur nom. Enfin, une infestation de punaises de lit, ça peut se partager entre voisins. C'est quand même plus rare, mais en cas de forte infestation, les punaises peuvent passer d'un logement à un autre en passant par des fissures ou des gaines électriques. Dans ce cas-là, il faudra demander à la régie ou aux voisins de traiter tous les appartements concernés pour se débarrasser durablement de l'infestation. Maintenant qu'on sait d'où elles viennent, on va rentrer un petit peu plus au cœur du sujet. L'infestation est arrivée chez vous, que se passe-t-il à ce moment-là? La première chose qu'on remarque souvent, ce sont les boutons. En effet, la punaise de lit est hématophage, elle se nourrit exclusivement de sang humain pour grandir et se reproduire. Elle est aussi lucifuge, elle fuit la lumière du jour et la lumière artificielle. Elle va donc se déplacer la nuit, à la faveur de notre sommeil, pour nous piquer et prendre ce qu'on appelle un repas de sang. Alors comment font-elles pour nous repérer? Les punaises de lit captent plusieurs signaux qui sont émis par notre corps, que ce soit le CO2, le dioxyde de carbone qu'on expire, mais aussi nos phéromones. Les phéromones, ce sont des substances très volatiles que sécrète notre corps et qui composent notamment notre odeur corporelle. Et dernière chose pour qu'une punaise se mette en chasse d'un repas de sang, notre chaleur corporelle qui va la guider jusqu'à nous. Les punaises arrivent à capter ces différents signes de présence humaine et à s'orienter vers un hôte grâce à des sensilles. Ce sont des capteurs olfactifs qui sont présents en grand nombre sur leurs antennes. Ces sensilles leur permettent aussi de communiquer entre elles par l'intermédiaire de phéromones d'agrégation ou d'alerte. Après nous avoir repérés, une punaise de lit va venir nous piquer avec son rostre. Un rostre, c'est un appareil buccal dit piqueur-suceur, identique à celui de la femelle moustique. Dans le cas des punaises de lit, les mâles comme les femelles sont dotés d'un rostre pour se nourrir lors d'un repas de sang qui va durer entre 5 et 15 minutes. Ce repas de sang, c'est souvent l'occasion d'une ou plusieurs piqûres et il est stocké dans l'abdomen de la punaise. Après ce repas, elle ne va pas rester sur nous, mais elle va repartir se cacher. Mais plus précisément, où se cachent les punaises de lit? Pour ça, je vous rappelle deux principes dont j'ai déjà parlé. La punaise est lucifuge, elle fuit la lumière du jour pour se réfugier dans des endroits sombres et exigus. Le second principe, c'est que la seule chose qui intéresse une punaise, c'est d'être à proximité immédiate d'un repas de sang et donc d'un humain. À partir de ces indications, on peut faire la liste de tous les endroits qui respectent ces deux conditions, le premier étant le matelas, et notamment ses coutures et sa fermeture éclair, qui offrent un refuge sombre et proche d'une source de nourriture. Juste après, on trouve les sommiers, notamment les sommiers en bois, dans lesquels les punaises peuvent facilement se cacher, mais aussi les sols en plancher, en lino, les plinthes, le papier peint, tout le mobilier qui se trouve à côté du lit, les prises électriques ou les interrupteurs, et enfin les décorations murales. J'attire votre attention sur une confusion assez commune, l'appellation punaise de lit est un faux ami. La Cimex lectularius ne vit pas seulement dans les matelas ou les sommiers, mais tout autour de nos zones de repos, que ce soit les lits ou les canapés. Tout ça pour vous dire que se débarrasser de son lit ne vous débarrassera pas nécessairement de l'infestation. Les matelas comme les sommiers se traitent et se nettoient très bien, et en plus ça vous évite de répandre l'infestation dans tout votre immeuble. Une fois la piqûre terminée, les punaises sont gorgées de sang, et c'est ce qui déclenche la libido des mâles. Les punaises de lit mâles sont des sortes de chauds lapins qui sautent sur à peu près tout ce qui est gorgé de sang, que ce soit adulte ou juvénile, mâle ou femelle. Dans le cas où il tombe sur une femelle, on assiste alors à un mode de reproduction assez singulier dans le monde animal, qu'on appelle justement accouplement traumatique. Même si la femelle a des voies génitales prévues pour l'accouplement, le mâle va directement transpercer la cuticule de la femelle au niveau de l'abdomen pour l'inséminer. La cuticule, c'est simplement l'exosquelette en chitine que partagent la plupart des insectes arthropodes comme la punaise. Avec ces accouplements successifs, une femelle est en mesure de pondre 5 à 15 œufs par jour tout au long de sa vie, pour un total de 300 à 500 œufs. On a parlé de l'alimentation, de l'habitat, de la reproduction de la punaise de lit. Il est temps de savoir comment reconnaître une punaise de lit. Une punaise change d'apparence plusieurs fois au cours de sa vie, ce qui ne facilite pas les choses, donc on va faire ça chronologiquement en commençant par l'œuf. Les œufs sont minuscules, donc assez compliqués à voir à l'œil nu. Ils sont souvent pondus en grappes à l'abri de la lumière et ressemblent à de petits grains de riz. Ils sont blancs et mesurent 1 à 2 mm de long. Selon la température, ils vont éclore entre 7 et 15 jours après la ponte.
Sort alors une punaise juvénile qui doit passer par 5 stades de croissance avant d'atteindre le 6e stade, le stade adulte. Pour évoluer d'un stade à l'autre, elle doit accomplir 2 choses, prendre un repas de sang, donc piquer un humain, et muer. Elle va abandonner sa cuticule, qui s'appelle désormais une exuvie, un peu comme le fait une cigale. Au long de ces 5 stades de croissance, la punaise grandit pour passer de 2 à 5-6 mm, et elle est habituellement d'une couleur jaune-beige un peu translucide, sauf quand elle a pris un repas de sang. À ce moment-là, elle prend une teinte rougeâtre. Et enfin, la punaise arrive au dernier stade de sa vie. C'est maintenant une punaise adulte en capacité de se reproduire, et elle ressemble en taille comme en couleur à un pépin de pomme, c'est-à-dire 6 à 7 mm de couleur brune. Cependant, même à l'âge adulte, les punaises peuvent un petit peu changer d'apparence selon leur alimentation. À jeun, elles sont extrêmement plates, environ 1 ou 2 mm, mais lorsqu'elles prennent un repas de sang, leur abdomen se gonfle et s'allonge pour stocker le sang. Elles ressemblent alors à un mini ballon de rugby d'une épaisseur de 4 ou 5 mm. Maintenant, on va prendre un petit exemple. Attention aux âmes sensibles. Sur cette photo que j'ai prise en intervention, on peut trouver tous les stades de croissance de la punaise de lit, des œufs, des punaises juvéniles, des punaises adultes, mais aussi tous les signes caractéristiques de leur présence, à commencer par les exuvies, donc les mues qu'elles abandonnent entre 2 stades de croissance, et ces petits points noirs qui sont des déjections, simplement du sang digéré. Maintenant qu'on a fait le tour de la biologie de la punaise de lit, on va mettre un coup de projecteur sur ce qui la rend particulièrement tenace. C'est un insecte qui a une réputation de quasi-invincibilité. C'est une réputation un petit peu surfaite, mais pas complètement imméritée, puisqu'on va voir qu'elle a quelques bottes secrètes qui peuvent rendre les traitements un peu compliqués. La première force de la punaise, c'est son rythme de reproduction. Ce rythme dépend en premier lieu de l'environnement, et donc de la température. Sous les 13 degrés, c'est le stade de développement 0. Les œufs n'éclosent pas et les punaises ne peuvent pas passer d'un stade de croissance à l'autre. Au-delà des 37 degrés, les punaises et les œufs ne peuvent plus réguler leur température, ce qui va rapidement les tuer. C'est ce qu'on appelle le stade de stress thermique. Entre ces deux stades critiques, un œuf va éclore après 21 jours à 15 degrés et après seulement 5 jours à 30 degrés. Une punaise qui vient de sortir de l'œuf atteindra le stade adulte en plus de 2 mois à 15 degrés, contre seulement une vingtaine de jours à 30 degrés. C'est pour ça qu'en période estivale, lorsque les températures avoisinent ces niveaux, une punaise peut éclore et se reproduire en moins d'un mois, et les infestations s'aggravent donc très rapidement. Et une femelle va pondre jusqu'à 500 œufs au cours de sa vie, à raison de 5 à 15 par jour. Ces œufs sont difficilement détectables, ils sont souvent bien cachés au fond des interstices de votre logement, et par-dessus le marché, ils sont insensibles aux insecticides. Les seuls traitements efficaces contre les œufs, ce sont les traitements thermiques, comme la vapeur sèche, ou les traitements par action mécanique, en utilisant par exemple du géraniol, qui dissout l'enveloppe protectrice des œufs. Deuxième facteur qui rend parfois les traitements plus complexes, ce sont les phénomènes de résistance. Vous avez peut-être déjà entendu parler de punaises résistantes, mais de quoi s'agit-il au juste? Aujourd'hui, on constate que des populations de punaises de lit ont développé des résistances génétiques à certains insecticides, notamment aux pyrétrinoïdes. Les pyrétrinoïdes, c'est une famille de substances actives qui a été très largement utilisée depuis les années 70 pour remplacer les insecticides comme le DDT, qui se révélaient trop dangereux pour la santé ou pour la biodiversité. Face à des traitements répétés avec les mêmes substances actives depuis des décennies, les punaises de lit s'adaptent et créent des résistances génétiques, principalement par l'action de 2 mécanismes. Les punaises qui disposaient déjà d'une certaine tolérance aux produits biocides ont survécu au traitement et ont transmis ces résistances génétiques à leur descendance. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et deuxièmement, ce que j'ai très scientifiquement nommé l'effet vaccin. Si une punaise rentre en contact avec une solution biocide pas assez dosée en substances actives, elle va développer une accoutumance puis une immunité à ce produit au lieu de mourir. Elle devient alors résistante et c'est le problème qu'il y a avec beaucoup de produits biocides en vente libre qui ne sont pas assez dosés. Alors concrètement, ces résistances génétiques, elles peuvent affecter les punaises de lit de plusieurs manières. Ça peut être l'amélioration du système immunitaire de la punaise ou de son système nerveux. Elle va sécréter des enzymes pour combattre les effets des insecticides et on peut observer aussi un épaississement de sa cuticule qui sera rendue moins poreuse et donc imperméable aux produits chimiques. Et maintenant, la botte secrète de la punaise, c'est ce qu'on appelle la diapause. La dormance ou diapause, c'est un peu le mode économie d'énergie de la punaise.
Si l'environnement lui devient défavorable, soit par une chute des températures, soit par une absence prolongée d'humains, la punaise de lit peut adapter son métabolisme pour réduire ses dépenses d'énergie, ce qui va lui permettre d'attendre longtemps le retour de conditions favorables. Et dès qu'elle sentira à nouveau la présence humaine par le CO2, les phéromones, la chaleur corporelle, elle sortira de sa dormance pour aller prendre un repas de sang. Elle peut survivre ainsi jusqu'à 18 mois, 24 mois selon certaines études. C'est la raison pour laquelle il est inutile d'abandonner son logement pendant 2 semaines en pensant affamer les punaises de lit. Et enfin, le dernier élément qui permet la recrudescence des infestations, c'est le manque d'information, le manque de pédagogie à ce sujet. Même si c'est un sujet de plus en plus médiatique, il y a toujours un tas de fausses croyances, de légendes urbaines, de mauvaises pratiques qui ne font que retarder la prise de conscience des infestations et mener à des traitements inappropriés, donc inefficaces. C'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis lancé dans cette série consacrée aux punaises de lit, en espérant qu'elle vous aide à adopter les bons gestes en cas d'infestation. Je vous invite aussi à regarder les vidéos sur la détection et les traitements qui traitent ce sujet étape par étape, de manière plus pratique, pour vous débarrasser des punaises de lit. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à très bientôt.